bonjour, je m'appelle Alexia Laroche-Joubert, je suis patronne d'un groupe qui s'appelle Banijé, qui est un groupe d'audiovisuel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on est le premier groupe mondial de production audiovisuelle. Et en France, on est le plus gros, en sachant qu'on fait à la fois de la fiction, du documentaire et du flux. Les marques iconiques, c'est Star Academy, Koh-Lanta, en fiction Marie-Antoinette. Là, on sort bientôt le prochain Chabat sur Astérix et Obélix. Donc voilà, on a une variété. Et ce qui était intéressant, c'est que on utilise, nous, la tech, mais on n'est pas des précurseurs de la tech. Donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi que je vous fasse part de notre expérience. L'idée, c'est que moi, j'ai toujours été intéressée par, en l'occurrence, l'IA. J'ai beaucoup lu, alors tout le monde le connaît parce que c'est un peu l'eau de rose de l'IA, c'est Laurent Alexandre, que ça soit la guerre des intelligences, mais enfin ça a toujours été un sujet qui me passionne. Je dis souvent en interview que je suis transhumaniste, donc ça fait un peu hurler, mais c'est toujours un peu de la provoque. Et donc c'est un sujet qui m'a intéressée vraiment très en amont de sa sortie il y a à peu près 2 ans. Parce que je trouvais que c'était une manière pour nous de raconter des histoires. Parce que nous sommes des producteurs de contenu. Nous racontons des histoires à travers tous les supports possibles et inimaginables, que ce soit les streamers, YouTube ou évidemment les chaînes traditionnelles. Mais la question, c'est que au-delà de l'intérêt que moi je pouvais avoir perso, c'était comment j'allais, en tant que patron de groupe, amener tout le monde à me suivre. Et là, je me suis aperçue que ça a été beaucoup plus compliqué que je ne l'avais envisagé. Moi, j'étais dans un axe de curiosité, d'envie, d'espoir et de perspective. Et je me suis retrouvée face à des collaborateurs qui étaient dans une position de retrait, d'appréhension et de précaré. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu à comment faire pour les mobiliser, et ça a débuté par une prise de conscience. En fin de compte, j'ai fait un truc très simple. J'ai demandé à Laurent Soli, le patron de Meta, France et Afrique et Europe, de venir et de leur expliquer que c'était essentiel dans leur day-to-day et dans leur métier d'utiliser l'IA. Donc ça a été une première prise de conscience. Et ce qui a été génial, c'est qu'il nous a dit un truc très simple, c'est vous le téléchargez sur votre téléphone et vous l'utilisez pour tout et n'importe quoi. Donc je ne sais pas d'ailleurs si... je suppose que Google doit commencer à s'inquiéter parce que c'est avant tout un moteur de recherche maintenant. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, je me suis dit, on va faire avec... quelqu'un que j'ai nommé à la tête de l'IA dans le groupe, des formations. Et on s'est dit, on va former tout le monde à comment prompter, comment utiliser l'outil. Et c'est allé des créatifs à l'aspect financier, juridique. Donc moi, je gère une holding, donc vous savez ce que c'est. Donc il y a aussi beaucoup de services support à la production. Et on a décidé aussi de former les MD. Donc ça a été très intéressant parce que d'un seul coup, l'outil leur paraissait plus accessible, moins tech et plus justement un outil du quotidien. Donc ça a été la première chose que nous avons fait et que nous faisons toujours, c'est-à-dire qu'on update constamment nos collaborateurs. Et j'ai par exemple fait deux éléments qui étaient assez nouveaux pour eux. J'ai appelé la RH et je lui ai dit dorénavant, je veux automatiquement une question sur l'IA dans les tests d'entretien. Alors, ce n'est pas tant pour dire, si vous ne connaissez pas l'IA, vous ne serez pas pris. C'est plus pour évaluer, en fin de compte, le besoin de formation de nos différents collaborateurs. Donc ça a été très utile. Et puis, deuxième chose, je voyais bien que les patrons de filiales avaient quand même cette forme de réticence. Alors, certains emprunts de choses qu'on comprend tous, c'est-à-dire je ne veux pas donner l'impression à mes collaborateurs que je vais les virer et les remplacer par de l'IA, et d'autres parce que, on va dire qu'ils avaient d'une certaine façon passé l'âge limite de ces outils technologiques. Et c'est ça où je leur ai dit, c'est l'inverse en fin de compte. Pour prompter, il faut avoir de l'expérience. Et c'est très marrant parce que je trouve qu'il y a toute une génération précédente qui, en fin de compte, face aux outils tech, nous donnait l'impression d'être très vieux. Et là, je trouve que l'IA, c'est l'inverse. C'est qu'elle redonne ces êtres de noblesse à l'expérience, l'imagination, la créativité, probablement de gens aussi qui se sont nourris au travers de leur vie. Et je l'ai mis donc dans toutes les bonus cards, donc dans tous les incentives financières des patrons. C'est-à-dire que je leur ai dit, peu importe là où vous implémentez l'IA, que ce soit en service support ou directement en création, je veux que vous l'implémentez. Et alors, justement, c'est ça qui est intéressant dans l'audiovisuel, c'est qu'on s'est posé la question des secteurs où on pouvait utiliser l'IA.
Donc on s'est aperçu qu'il y a en gros 2 gros secteurs qui correspondent au workflow de la production. D'une part, la création et le développement. Et donc ça, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, comment on peut utiliser l'IA. Et la première chose qu'on ait faite, et on a été les premiers à signer un partenariat avec une IA qui s'appelle Genario, qui est une IA qui a été faite par en l'occurrence, évidemment un mec de la tech, donc un ingénieur, mais aussi un scénariste, ce qui était pour nous très important parce que ça voulait dire qu'il était à l'écoute aussi des problématiques des scénaristes. Et le Genario, c'est une aide à l'écriture. Donc on a formé tous nos auteurs, qu'ils soient, on va dire, permanents ou des extras, c'est-à-dire des auteurs qui nous rejoignent pour un projet particulier, à cette formation-là. Donc ça, on l'a utilisé comme ça, avec la fiction. Et après, on s'est posé aussi la question du flux. Nous, comme je vous l'ai dit, on est une société de flux, donc on produit beaucoup de divertissement. Et on s'est aperçu que on pouvait avoir l'IA dans différents supports. Alors l'IA pouvait d'un seul coup devenir, on va dire, l'enjeu du programme. Et on a créé comme ça un programme en Espagne par Endemol Iberia qui s'appelle Deepfake Love, qui est une sorte de l'île de la tentation où les couples doivent deviner du faux du vrai. Et on utilise l'IA pour transformer les visages. Donc en gros, tout le monde connaît l'île de la tentation, on met le visage sur une action qui n'est pas automatiquement son conjoint, et il faut encore qu'elle devine si c'est vrai ou pas. On l'a utilisé d'une autre manière, on a produit un programme aux États-Unis qui s'appelle Deal or No Deal Island. Alors pour ceux qui ont une culture un peu télé, c'était, je ne sais pas si vous voyez les boîtes, d'Arthur, qui a été présenté longtemps par Arthur sur TF1. On l'a transposé dans une île déserte, donc c'est un mélange de Koh-Lanta et de ce jeu-là. Et il y avait un bateau, un yacht sublime, où le banquier sévissait, parce qu'il y a un banquier qui joue dans ce jeu-là. Et j'ai appelé la prod américaine en disant, mais comment vous avez fait pour avoir budgétairement, ces 30 jours de tournage, loué un yacht? Et ben, évidemment, on ne l'a pas loué, c'est de l'IA. Donc ça a été très intéressant. Et puis après, évidemment, on a utilisé l'IA comme un moyen pour nous de structurer nos développements. Alors, on parlait de la fiction. Genario nous a aidés pour un truc très simple. Les streamers, souvent, ils vous commandent 8 épisodes, et puis en cours de développement, ils vous disent au final, on peut en faire que 6. Et donc, raccourcir de 8 à 6, ça semble assez simple, mais au final, ça demande beaucoup de travail à des auteurs. Et donc, on l'a fait mouliner récemment par une IA, et après, évidemment, vérification de l'auteur, on l'a envoyé. Donc, nous, on utilise, au niveau du développement, beaucoup d'IA. Alors, ça va de LLM type Copilot, ChatGPT, le chat, Perplexity. Genario, dont je vous ai parlé précédemment, tout ce qui concerne Adobe, donc Firefly, Express. Et là, on essaie aussi de trouver en développement des outils qui nous permettent de mieux vendre aux broadcasters. Je m'aperçois qu'il faut que j'accélère. Aux broadcasters, qui sont des mid-journées, des Canva, des choses comme ça. En production, il y a aussi une manière d'utiliser l'IA qui est le test de génération d'images. Tout le monde connaît les fonds verts. Maintenant, nous, par exemple, sur Lego Master, on avait besoin de faire une architecture de Lego, mais de donner l'impression qu'elle était en extérieur. Donc, on a changé tout le background avec des images extérieures. On a fait aussi pas mal de doublage. Là, pour le coup, je pense que c'est un vrai souci pour les doubleurs. Il ne faut pas nier la difficulté des doubleurs. Et on travaille aussi à des nouvelles IA qui sont ce qu'on appelle des IA prédictives, c'est-à-dire qu'on voudrait rassurer les diffuseurs à qui on vend en leur disant ce programme-là va toucher telle cible, est fait pour telle case, et a priori tu devrais avoir, après analyse de data de l'ensemble de leur diffusion, tel type de public et de millions de téléspectateurs devant. Donc ça, c'est très important pour nous. On travaille aussi à des chatbots, c'est-à-dire, par exemple, une sorte de père Fouras qui serait un compagnon que les enfants pourraient télécharger. Il faut que j'accélère. Donc, je me suis posé aussi la question de comment utiliser l'IA en utilisant toujours les humains, parce que c'est une vraie angoisse de beaucoup de gens. Il n'y a pas de doute qu'il faut quand même être lucide. Ceux qui ne seront pas formés seront sur le carreau.
Donc ça, je pense que tout le monde en est conscient et c'est pour ça aussi que nous-mêmes, on apporte beaucoup de formation. Néanmoins, il faut le respect des compétences humaines. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement pointilleux. On a des chartes d'éthique, évidemment, qui nous accompagnent. On travaille d'ailleurs avec des think tanks justement là-dessus. Et l'une des responsabilités qu'on a, c'est aussi en tant que média, d'expliquer l'IA à un peu tout le monde. Et on peut utiliser, nous, le média, que ce soit TF1, France Télévisions, etc., pour travailler à des modules de compréhension de l'IA de manière à dédiaboliser l'IA. Donc on travaille là-dessus, on travaille évidemment à chercher aussi des nouveaux créatifs. Ce qui est très intéressant, c'est que l'école des Gobelins et la FEMIS, par exemple, a ouvert maintenant une section de création à base d'IA. J'étais jurée au premier festival qui s'appelle WAIF à Nice, et on a vu comme ça des créations du monde entier qui ont été faites avec l'IA. Et il y a une création française que je vous conseille de regarder sur YouTube qui s'appelle The Implement... tu te rappelles pas, hein, toi aussi. The Science Experimentation, qui est fait par un Français, qui est assez bluffante parce qu'il a utilisé l'IA pour recréer du passé et pas faire comme ce qu'on pourrait imaginer habituellement un film de science-fiction. Et puis il y a un sujet, et je finirai assez vite, qui est très important pour nous, c'est la propriété intellectuelle. C'est quelque chose qui concerne notre secteur d'activité. J'en ai fait un post sur LinkedIn hier. Actuellement, il n'y a pas de droit de douane qui s'applique sur la propriété intellectuelle. Néanmoins, ça peut faire partie des enjeux. Et c'est vrai que c'est difficile de définir qu'est-ce qui est de la propriété intellectuelle quand l'IA est intervenue. Amazon, par exemple, dans ses contrats, interdit à ce que on utilise soi-disant des auteurs qui auraient publié plus de 3 livres par semaine, ce qui supposerait donc que c'est de l'IA. Donc ils essaient, eux, de définir à quel moment on s'autorise à utiliser l'IA et à quel moment on considère que c'est fait uniquement par l'IA. Donc ça, on travaille beaucoup justement pour voir comment on respecte ça. Et nous, en tant que producteurs, on a besoin d'avoir des auteurs, justement pour défendre nos propriétés intellectuelles.